Salut à toutes et à tous, c'est Revanino, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Dans cette vidéo, attention, accrochez-vous, on va attaquer un concept qui est probablement le concept le plus important de toute cette playlist, ce sont les classes. Alors, on va commencer par introduire tout d'abord la notion de programmation orientée objet. Qu'est-ce que c'est que la programmation orientée objet? La programmation orientée objet, c'est un paradigme, une sorte de modèle de programmation, une sorte d'assemblage de pensées et de méthodes, on va dire, qui se sert de la notion en fait d'objet. Alors qu'est-ce que c'est qu'un objet? Un objet, c'est une structure de données en fait qu'on va instancier et qu'on va pouvoir utiliser, et on va pouvoir aussi faire interagir des objets entre eux. Aujourd'hui, il existe un tas de langages de programmation qui sont orientés objet. On pourrait par exemple parler du Java. Alors le Java, c'est encore plus orienté objet que le C++, parce que le Java, même le main est à l'intérieur d'une classe. Donc on verra ce que c'est que les classes C++. Et une classe, c'est un modèle en fait qui va nous permettre d'abstraire les données que contiennent les objets qu'on instancie. On peut aussi penser au Python. Le Python, c'est un langage orienté objet. On peut aussi penser au C#, au JavaScript, etc. Il y a énormément de langages orientés objet aujourd'hui. Je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez que ceux que j'ai cités sont déjà parmi les plus utilisés au monde. Donc ça prouve quand même l'utilité et l'efficacité de la programmation orientée objet en général. Donc revenons à nos moutons. Étant donné qu'on est en C++, on va introduire la programmation orientée objet à travers la notion de classe. Alors qu'est-ce que c'est qu'une classe? Prenons un petit schéma pour l'expliquer. Une classe, c'est un modèle. C'est un modèle qui va nous permettre de créer des objets, et ces objets vont hériter. Alors j'aime pas utiliser ce mot pour parler de ça parce que l'héritage, c'est une notion en soi en programmation orientée objet. L'héritage, c'est le concept d'une classe qui hériterait d'une autre classe. On parlera de ça bien évidemment dans une vidéo future. Pour l'instant, je vais donc utiliser un autre terme. Je vais utiliser le terme s'approprier. C'est pas tout à fait exact, mais c'est pour schématiser et ne pas confondre avec vraiment la vraie notion d'héritage en programmation orientée objet. Donc lorsqu'on va créer un objet en fait de la classe joueur, alors la classe joueur, vous voyez qu'elle a ce qu'on appelle des attributs. Les attributs, ce sont des variables en fait qui appartiennent à la classe en question, qui vont être rattachés à l'objet qu'on va instancier. Cet objet va avoir ses propres membres, ses propres valeurs qui définiront ses attributs. Par exemple, il aura ses propres points de vie, il aura sa propre vitesse de déplacement, il aura son propre niveau. Ça ne sera pas partagé avec d'autres instances de cette classe. Ensuite, on a ce qu'on appelle des méthodes. Alors les méthodes de classe, c'est tout simplement des fonctions. Ce sont des fonctions qui appartiennent à une certaine classe. Et lorsqu'on appellera par exemple la fonction, donc la méthode de l'objet en question, eh bien cette fonction, cette méthode ne s'appliquera bien évidemment qu'à l'objet sur lequel on fait appel à cette fonction. Tout comme les attributs sont vraiment propres à l'objet qu'on a défini. Alors là, j'ai pris comme exemple un joueur, donc imaginons qu'on soit dans un jeu vidéo, et en fait cette classe joueur va définir donc les paramètres et les propriétés qui sont inhérente au joueur, c'est-à-dire ses points de vie, sa vitesse de déplacement, son niveau, vous avez compris le principe. Donc maintenant, imaginons que je veuille instancier, donc me servir en fait de ce modèle qui est un schéma en réalité. Il ne faut pas confondre l'objet et la classe. Pourquoi je dis ça? Parce que la classe, c'est un modèle. C'est comme si par exemple, on parlait de maison et qu'on disait que les plans d'une maison, aussi précis soit-il au niveau de l'exhaustivité des informations qu'on a sur la maison, le plan, ce n'est pas la maison. Le plan, c'est le modèle. Et ce modèle va nous permettre de construire la maison. Donc la maison, c'est vraiment l'entité qui s'approprie en fait les propriétés du modèle. Il faut bien faire la différence. Du coup, lorsqu'on veut créer un objet, donc lorsqu'on veut instancier un objet de cette classe, je vous montrerai bien évidemment la syntaxe quand on passera à la partie code. Simplement, pour l'instant, sachez que voilà, on crée le premier objet, par exemple comme ceci. Et en fait, cet objet, il va hériter de points de vie. C'est l'acronyme, je ne vais pas réécrire tout le mot. Et par exemple, il va avoir 100 points de vie. Sa vitesse de déplacement, donc VD, elle va être par exemple de 10, pour par exemple 10 km/h. Et son niveau va être de 1 parce qu'on imagine que le joueur vient d'apparaître dans le jeu. Donc ça, c'est le joueur 1. On va l'appeler J1. Maintenant, imaginons que je veuille créer un deuxième joueur, donc une deuxième instance, un deuxième objet de cette classe joueur. Eh bien, de la même manière, ce joueur-là, donc cette instance de la classe joueur, va avoir ses propres valeurs pour ses propres variables. On peut imaginer que ce joueur-là va avoir 120 points de vie, va avoir une vitesse de déplacement de 15 km/h et un niveau qui sera 3 par exemple. Ce joueur-là, c'est donc J2. Là, en fait, on a créé, instancié deux objets de la classe joueur. Il est évident que ces deux objets ne sont pas les mêmes objets. C'est pas parce qu'on s'est servi du même modèle qu'on a construit la même maison, par exemple. On pourrait très bien avoir le plan de la maison
et construire deux maisons différentes l'une à côté de l'autre. Ce ne sont pas les mêmes maisons, donc ce ne sont pas les mêmes objets. Là c'est pareil, le joueur 1 ce n'est pas le joueur 2. Ce sont tous les deux des objets de la classe joueur, mais ce ne sont pas les mêmes objets. Ils ne partagent pas les variables. Modifier la variable de PDV de point de vie du joueur 2 ne va pas modifier les points de vie du joueur 1. Voilà. Je préfère être extrêmement clair là-dessus et le répéter parce que c'est vraiment un concept qu'il faut comprendre dès le début, c'est très important. Alors maintenant, bien évidemment, comme d'habitude, on va implémenter ça à travers du code. Comment est-ce qu'on déclare une classe? Première chose, on déclare une classe un peu de manière similaire à la déclaration d'un struct, c'est-à-dire qu'on commence par le mot-clé classe, qui est un mot-clé réservé, au même titre que le mot-clé struct, et qui va dire en fait au compilateur qu'il s'agit d'un objet de type classe, d'une variable de type classe. On est en train de déclarer le modèle d'une classe. Ensuite, on donne bien évidemment un nom à notre classe, donc on va l'appeler personnage, on va suivre l'exemple qu'on a pris dans le schéma, et on va mettre des accolades. Là, vous voyez que, au même titre que le struct, il nous met automatiquement un point virgule. Je le répète, si vous ne le mettez pas, en général, l'IDE sur lequel vous travaillez va le mettre automatiquement. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas de le rajouter, sinon ça ne compilera pas. Vous allez peut-être chercher pendant des heures une erreur que vous auriez pu faire dans votre programme. Si votre IDE n'est pas bon et que les erreurs qu'il renvoie sont pas claires, vous allez peut-être chercher pendant des heures. N'oubliez pas de mettre ce point virgule après l'accolade fermante de la classe. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour définir, déclarer des membres en fait à l'intérieur d'une classe? Eh bien, tout simplement, notre classe personnage, on va prendre les mêmes membres qu'on a pris dans l'exemple précédent encore une fois. On va prendre un unsigned int pour les points de vie, donc on va l'appeler PDV par exemple. Alors, quelque chose avant de passer à la suite. Il y a ce qu'on appelle une convention de nommage pour les membres, les variables en fait qui sont dans des classes. En général, on fait précéder le nom du membre, le nom de la variable par m underscore. M underscore c'est pour member. En fait, ça vous permet ensuite dans votre code, dans d'autres endroits du programme, si vous faites appel à cette variable-là, et bien vous savez que c'est une variable, vous savez que c'est un attribut de classe. Vous vous trompez pas, vous confondez pas avec une autre variable, par exemple une variable locale ou une variable globale. Vous savez que c'est une variable qui appartient à une classe. Ensuite, on a dit qu'on avait la vitesse de déplacement, donc pareil, on va faire un unsigned int, vitesse dep. Bien évidemment, j'oublie pas de mettre le m underscore. Alors, vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est pas parce que vous le mettez pas que ça va pas compiler, que votre programme ne va pas fonctionner. C'est simplement une question de code style en fait. C'est simplement une question de portabilité de votre code et du fait qu'il sera plus compréhensible aux yeux des développeurs qui seraient susceptibles de passer après vous et de lire votre code. Voilà, donc c'est une convention un petit peu qui est acceptée et qui est utilisée par un grand nombre de développeurs. Et on va terminer par le niveau. Donc le niveau, pareil, on va faire un unsigned int. Je vais l'appeler level. On passe un petit peu à l'anglais, et bien évidemment je dis que je le fais mais je le fais pas, mLevel. Alors maintenant on a des méthodes, donc des fonctions. Qu'est-ce qu'on avait dans notre schéma? On avait je crois se déplacer, donc on va faire un void se déplacer. On va par exemple mettre un unsigned int, on va appeler x. Alors oui, pour que ce soit cohérent, il faudrait peut-être rajouter des positions, parce que là, on fait se déplacer d'une valeur X, mais on n'a pas de membre qui stocke une position XY de notre joueur, ou XYZ si on est en 3D. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en rajouter très rapidement, de manière très succincte, X, Y. Voilà. Alors oui, sachez que ça c'est possible, je crois que j'en ai pas parlé dans les vidéos précédentes. Lorsque vous déclarez deux variables ou plusieurs variables de même type, en fait vous pouvez les mettre sur la même ligne et les séparer par des virgules. Là on pourrait faire la même chose d'ailleurs pour PDV, vitesse dep et mLevel. Regardez, on pourrait très bien faire comme ceci. Tac, virgule, hop. Et on pourrait se séparer de ça. Donc là, je ne vais pas mettre tout non plus sur la même ligne parce que c'est pas très clair. Mais sachez que c'est tout à fait possible. Lorsque vous vous contentez de déclarer des variables, qu'elles sont de même type, mettez-les sur la même ligne, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire. Alors là, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est rajouter unsigned int y, parce que bon, on veut le faire se déplacer sur x, mais aussi sur y, donc horizontalement et verticalement. Donc là, tout ce qu'on fait, c'est x plus égale x, y plus égale y. Voilà. Donc tout ça, simplement, ça appelle la variable x de notre classe. Ça lui rajoute une certaine valeur horizontalement. Et pareil pour y, ça appelle la variable de notre classe personnage et ça lui rajoute une valeur y verticalement. Donc en fait, hein, c'est un peu comme Mario. Hein, ça permet de déplacer notre personnage en 2D. On va pas rentrer dans les détails. Je reviendrai peut-être dessus parce que de toute façon, sur le long terme, j'aimerais bien aussi vous montrer comment programmer un petit jeu en 2D from scratch ou en utilisant par exemple SFML ou OpenGL ou des librairies de Game Engine en 2D qui existent déjà. Voilà, donc ça peut être intéressant de le faire aussi. Ensuite, on va faire une fonction, par exemple, qui va permettre d'incrémenter de 1 le niveau de notre personnage. Donc, void increment level. Là, évidemment, on ne prend pas de paramètres. Et on fait du coup m underscore level.
Alors là, ça serait bien aussi de mettre m underscore, je ne l'ai pas mis, m underscore, et là bien évidemment, il faut le rajouter aussi. Parfait. Alors, on a tout ce qu'il faut maintenant. On a déclaré les attributs de notre classe. On a déclaré et défini les méthodes de notre classe. Maintenant, on va instancier un objet de type personnage, donc de type classe personnage. Alors, comment on fait ça? On le fait de la même manière qu'on le ferait avec une struct, c'est-à-dire qu'on appelle personnage, donc on se sert de ce mot-clé, personnage. Là, c'est comme si on tapait int, par exemple, ou char, peu importe. Il reconnaît que le mot personnage est rattaché à un modèle de classe personnage, et donc du coup, il comprend que c'est une variable de type personnage. On va l'appeler joueur 1, et voilà. Là, on a déclaré, on a instancié, pardon, une variable de type personnage qui est une classe à l'intérieur de notre programme. Bon, néanmoins, ici, on a instancié effectivement une variable de type personnage, donc un objet de classe personnage, mais on n'a pas initialisé ses membres. On n'a pas entré des valeurs à l'intérieur de ses points de vie, par exemple. On n'a pas défini sa vitesse de déplacement, son niveau, sa position non plus. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on initialise les valeurs d'un objet de type classe? Dans la vidéo sur les structs, je vous avais montré que pour initialiser les valeurs et des membres d'un struct, il fallait passer par les accolades, comme ceci. Essayons de le faire comme ça. Donc il y a combien de valeurs? 1, 2, 3, on va mettre des valeurs tout à fait arbitraires. 3, 4 et 5. On est d'accord, on a 5 valeurs. On a PDV, point de vie, vitesse, level, position X, position Y. Donc ça fait 5 attributs. Le problème, c'est que ici, on a une erreur. Tout de suite, au niveau de l'IntelliSense, il y a tout de suite une erreur que nous renvoie le compilateur qui dit aucune instance du constructeur personnage ne correspond à la liste d'arguments. Les types d'arguments sont int, 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 int. Donc là, en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'on n'a pas créé de constructeur à notre classe. Un constructeur, c'est en quelque sorte une fonction qui va permettre au compilateur d'instancier un objet de notre classe. On va pas voir ce que c'est qu'un constructeur tout de suite. On verra ça dans la prochaine vidéo. On va se contenter ici d'initialiser un par un les attributs de notre classe. Parce que je veux pas me lancer en fait dans la notion de constructeur. Là, c'est vraiment l'introduction à la notion de classe. C'est vraiment la première déclaration qu'on fait d'une classe dans cette playlist. Donc, je veux pas aborder trop de notions d'un coup. On verra le constructeur dans la vidéo suivante. Donc on va essayer d'assigner des valeurs manuellement en fait, en passant par l'opérateur point. L'opérateur point, c'est le même que pour le struct, c'est la même chose parce que là, il s'agit d'une structure de données. Alors vous vous demandez peut-être avant de continuer, quelle est la différence entre un struct et une classe du coup, parce que on va se servir de l'opérateur point pour assigner des valeurs aux membres de notre classe joueur 1, enfin de notre classe personnage. Donc quelle est la différence entre une classe et un struct? La différence majeure, qui en fait vraiment des objets tout à fait similaires, c'est que dans un struct, par défaut, tous les membres et toutes les méthodes, enfin toutes les fonctions et tous les membres d'un struct sont publics. C'est-à-dire qu'on peut y accéder partout dans notre programme. Dans une classe, tout par défaut est privé. C'est-à-dire que là, regardez, si j'essaie d'accéder aux membres de mon joueur 1, donc de mon objet joueur 1, je ne peux pas, il n'y a rien qui s'affiche. L'IntelliSense ne nous donne pas d'indication, on n'a rien qui s'affiche. Et si j'essaie de forcer un petit peu l'assignation d'une valeur en assignant une valeur à PDV par exemple, eh bien là, j'ai tout de suite quelque chose qui est retourné, qui me dit membre personnage m underscore PDV déclaré à la ligne 4 est inaccessible. Il n'est pas non défini. Il est inaccessible. Il est inaccessible parce que par défaut, comme je vous l'ai dit, dans une classe, tous les membres, tous les attributs, toutes les méthodes sont privées. Alors comment est-ce qu'on remédie à cela? On va faire quelque chose qu'il ne faut pas faire en temps normal, c'est-à-dire qu'on va pour l'instant déclarer tous les membres de notre classe personnage comme public. Pour ce faire, il suffit simplement de taper le mot-clé public, 2 points. Ici maintenant, ce que ça veut dire quand on fait ça, c'est que tout ce qui suit public 2 points, donc jusqu'à la fin évidemment de la classe, donc jusqu'à ce que les accolades soient fermées, tout ça est public. C'est-à-dire que maintenant, on peut y accéder n'importe où dans notre programme. Bien évidemment en passant par un objet de type classe, parce que si vous n'avez pas instancié d'objet, vous ne pourrez pas y accéder. Ces variables-là, ces membres sont créés lorsque l'objet est créé. Ils ne sont pas accessibles, on ne peut pas accéder aux variables du modèle directement, sauf si ces membres sont statiques. On verra plus tard bien évidemment ce que c'est. Donc là, vous voyez que l'erreur a disparu. Maintenant, on a bien accès à m underscore pdv, qui est un membre de l'objet joueur 1. Alors, on verra bien évidemment ce que c'est que le mot-clé public, le mot-clé privé et le mot-clé protected. Ces trois mots-clés sont des mots-clés qui appartiennent à la notion d'encapsulation. Ce qui veut dire qu'il y a des méthodes de programmation qu'il faut essayer de respecter, parce que ce sont des méthodes qui garantissent en fait une sécurité d'accès aux membres de classe. Vous ne voulez pas, par exemple, qu'un utilisateur puisse accéder à certains membres de votre classe. Vous voulez plutôt qu'il y accède à travers une fonction. Vous ne voulez pas qu'il les modifie directement. Pour ce faire, par exemple, ici, je pourrais mettre le mot-clé private, 2 points.
Là, maintenant que j'ai fait ça, en fait, MPDV, MVitessDep et MLevel sont toujours accessibles parce qu'ils sont publics. Vous voyez qu'ils sont déclarés tout de suite à la suite du mot-clé public. En revanche, maintenant, tout ceci n'est plus accessible parce que tout ceci est déclaré à la suite du mot-clé private. Donc jusqu'à ce que vous réutilisiez par exemple quelque part le mot-clé public, eh bien tout ce qui va suivre le mot-clé private sera privé et du coup ne sera pas accessible. On peut en avoir le cœur net tout de suite en faisant joueur 1. Vous voyez que là on n'a pas accès à m_x ni à m_y parce qu'ils sont privés. On a accès qu'aux variables qui sont publiques, c'est-à-dire MPDV, MVitessDep et MLevel. Donc on va supprimer le mot-clé private et on va revenir à nos moutons. Maintenant, on veut, par exemple, initialiser MVitessDep. D'ailleurs, vous remarquerez que m_y et m_x sont revenus et sont de nouveau visibles. On va mettre ceci à 10, par exemple. Joueur 1, level égale 1. Maintenant, si j'affiche joueur 1.pdv, par exemple, fais un retour chariot, lance mon programme. Là, vous voyez qu'on a bien 100, donc on avait initialisé m_pdv à 100, et là, on a bien 100 qui s'affiche. Donc, vous avez compris le principe. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails concernant la gestion de la mémoire des classes. Sachez que c'est la même chose qu'un struct. Les membres d'une classe sont stockés de manière contiguë en mémoire. Bon, si je vais quand même vous le montrer, là, je vais faire une copie de 3 lignes. 3 lignes suffiront pour prouver ce que je veux vous montrer. Donc, adresse off, comme ceci. Bon, je vais copier en fait cette ligne-là à la place des autres. Voilà, comme ça et comme ça. Si j'affiche MVitessDep, ici j'affiche m_level, enfin les adresses de nos membres. Si je lance le programme, voilà. Donc là, vous remarquez bien que la première adresse, la seconde et la troisième sont collées, si je puis dire, les unes aux autres. Donc elles forment bien évidemment un espace en mémoire qui est ordonné de manière contiguë. Voilà, donc c'est la même chose que pour les structs, c'est la même chose que les tableaux. Bien évidemment, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées dans la vidéo sur les structs et sur les tableaux, ça permet au compilateur, au programme d'aller beaucoup plus vite. Alors, quelque chose qu'on n'a pas fait et que je veux tester, c'est l'appel des méthodes des classes. Donc, par exemple, je vais faire appel joueur1.incrementLevel pour incrémenter son niveau et je vais l'afficher. Donc là, je vais me séparer de ceci. Je ne veux plus, bien évidemment, l'adresse, mais je veux la variable. Si je lance le programme, voilà, vous voyez que le niveau maintenant est de notre joueur 1 et de 2, qu'il a bien été incrémenté et que la fonction a donc rempli son travail. Maintenant, je vais appeler se déplacer. Donc là, je vais rentrer par exemple une valeur de 2 pour x, une valeur de 3 pour y. Là, bien évidemment, ce qu'il faut faire, c'est initialiser les valeurs de x et y, parce que là, on a des valeurs qui ne sont pas initialisées, donc il faut les initialiser. On va dire une valeur de 10 et pour my, une valeur de 12 par exemple. Maintenant, on fait se déplacer le joueur, donc on appelle la méthode se déplacer qui va modifier la position de joueur 1, donc qui va modifier la variable m_x et la variable m_y. Maintenant, si j'affiche la position de mon joueur, en affichant x, on va faire ça dans un seul appel cout, ce sera plus facile. Joueur 1, m_y. J'affiche maintenant la position de mon joueur. Et vous voyez qu'il s'est bien déplacé. La position X c'était 10, la position Y c'était 12. On a rajouté 2 à 10, donc on a bien 12. Et on a rajouté 3 à 12, donc on a bien 15. Vous voyez que la fonction marche correctement. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Ça fait déjà que je pense pas mal de choses à digérer. Les prochaines vidéos seront dédiées évidemment aux classes, à tout ce qu'il faut savoir à leur sujet, parce qu'il y a énormément de choses. Il y a l'encapsulation, il y a les constructeurs, les destructeurs, le polymorphisme. Il y a beaucoup de topics, il y a beaucoup de sujets à couvrir. Si vous avez des questions néanmoins, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, moi ça me donne beaucoup de force, beaucoup de motivation pour vous sortir encore et toujours plus de contenu. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Ciao ciao.